Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S807 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 mai 2024. Cette émission vous est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils photo série X, plus de 11 années d'innovation et d'ingénierie technologique dans la conception d'appareils photo hybrides. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Agathe Poupenet pour cette discussion au coin du feu. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas accès à l'Opéra de Paris. En tant que photographe, vous êtes peu nombreux et cette activité requiert des qualités très spécifiques, aussi bien sur les plans humains que artistiques. On écoute Irina Flamand, iconographe, nous expliquer ce qui est attendu de la part des photographes. Les compétences artistiques, c'est connaître le domaine esthétique de l'œuvre que l'on vient photographier à l'Opéra de Paris. Ce qui implique de connaître quand même un large répertoire qui va du classique au contemporain avec les grands ballets comme, alors, pour n'en citer que quelques-uns, Gisèle, Le Lac des Cygnes ou Don Quichotte, jusqu'aux pièces de Pina Bausch, William Forsythe, Matzek ou plus récemment encore Ophèse Schechter. Il faut être capable d'appréhender le corps du danseur, le mouvement, qui là n'est pas le même entre la technique classique et la technique contemporaine, et savoir restituer l'évolution d'un travail artistique. Et c'est vraiment le cœur du travail de commande au photographe de production, puisqu'il est présent en studio de répétition jusqu'au spectacle où il doit restituer le plus fidèlement possible l'atmosphère du ballet, la chorégraphie et surtout la personnalité et l'interprétation des solistes et du corps de ballet. Il faut que la photo dégage de l'émotion, qu'elle nous touche, il faut qu'elle interpelle, mais elle doit vraiment respecter des critères esthétiques qui sont inhérents à la danse. Il y a aussi des compétences humaines, parce que travailler en studio et au plus près des danseurs, dans une grande proximité, voire une intimité, ça implique de l'écoute, de la discrétion, beaucoup de patience. Et alors, par ailleurs, beaucoup de souplesse et d'adaptabilité parce qu'on travaille quand même dans des délais souvent très courts qui, de surcroît, doivent intégrer des étapes de validation puisque toutes nos photos sont validées par le directeur de la danse et les solistes, donc étoiles ou solistes, sont photographiés. En ce qui concerne le travail d'Agathe, je dirais qu'elle a un très grand sens de la photo de danse et du mouvement. Et par ailleurs, ces photos dégagent toujours beaucoup d'émotions. Alors, elle capte vraiment le mouvement de manière très juste. Elle capte parfaitement la personnalité des danseurs dans un travail qui est toujours très bien composé. Ça, c'est très important. Que ce soit des photos de solistes avec ou sans corps de ballet. Et là aussi, c'est très important de capter au bon moment le corps de ballet, qui est essentiel dans les grandes œuvres du répertoire. Par exemple, tous les cygnes dans le Lac des Cygnes doivent tous être dans la même attitude, la même position, au même moment. Il faut vraiment arriver à déclencher au bon moment. Et je dirais enfin propose toujours un travail très, très soigné sur la lumière, qui est particulièrement remarquable, notamment pour les pièces contemporaines qui sont parfois très peu éclairées. Tu peux nous parler un peu, Agathe, de la dimension humaine dans ton travail qui a été évoqué ici? C'est-à-dire? La relation que tu dois mettre en place avec les sujets de tes photographies, que ça soit dans les phases de répétition, j'imagine, où l'interaction est plus possible que en phase de spectacle. Oui, Où tu... effectivement. Dans les studios, il y a 2 aspects de ma personnalité. C'est, le premier aspect, c'est que j'arrive, Heu, toujours enfin ça fait tellement d'années maintenant que je travaille, à l'Opéra de Paris ou que je travaille au Ballet du Rhin, que je connais, tous les danseurs, hein. Donc j'arrive, je dis bonjour à tout le monde, un petit sourire, bon, je suis là, je vais être là pendant, quelques semaines, je vous préviens, aujourd'hui c'est la premier jour de répétition, donc je vais prendre quelques marques, mais vous inquiétez pas, par contre, je reviens pendant quelques semaines, donc sachez que je vais être là. Ça, c'est pour mettre en place le décor et ensuite je me fais oublier. Le but, c'est vraiment d'être, totalement invisible. Heu, Après, c'est compliqué, de se faire totalement oublier, j'ai en tête, quelques danseurs un peu, facétieux, qui aiment bien, on parlait de chant contre chant, me faire des blagues, en arrière-plan.
Ça, c'est parce que je les connais bien, parce qu'ils savent que j'ai de l'humour, parce qu'ils savent qu'on peut rigoler ensemble. Mais d'un autre côté, le but, c'est vraiment de me faire oublier. Ensuite, pour la phase de photo de spectacle, je suis totalement invisible puisque je suis dans la salle. Je suis jamais au plateau, enfin, de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Et donc là, je suis, quoi qu'il arrive, de toute façon, invisible. Pas totalement invisible puisque je connais aussi, l'ensemble des techniciens, qui travaillent, à l'Opéra de Paris, qui me voient passer depuis, tellement d'années qu'effectivement on se dit bonjour. Et sur certaines phases de répétition, avant qu'il y ait du public dans la salle, je peux bouger et donc je vais essayer, de rester invisible pour les techniciens puisque, je dois pas les gêner dans leur travail. C'est encore des répétitions en scène où eux travaillent et moi je dois aussi fournir des images. Donc quoi qu'il arrive, le photographe de spectacle doit être invisible, doit être le plus neutre possible. Et j'ai souvenir en fait, l'année dernière, j'ai eu une stagiaire. Je prends très rarement des stagiaires parce que c'est un milieu qui est tellement, complexe, tellement fermé que j'ai toujours peur qu'il y ait des bêtises, qu'il y ait des images qui sortent, qui sont pas validées, qui posent problème. Donc je prends, rarement des stagiaires. Là, j'avais accepté et on devait faire des images en coulisses. Donc on parle d'invisibilité, donc je suis, tout le temps habillée en noir, hein, quand je vais bosser, à l'opéra ou Même aujourd'hui, même alors qu'on n'est aujourd'hui pas filmé. alors qu'on n'est pas filmé, oui. Après, j'ai tellement l'habitude d'être habillée en noir que je et puis après c'est beaucoup plus simple pour moi, pour choisir, des fringues. Mais d'un autre côté, effectivement, ça vient aussi de mon métier et aussi peut-être aussi de mon premier côté, de la musique, un peu gothique, un peu métal, un peu rock, voilà, bon, On l'a pas mentionné dans on la l'a bio, ouais, mais on l'a c'est pas vrai. ouais, voilà, J'ai mais lu bon, quelque part que tu avais commencé en argentique sur les scènes rock. Alice Cooper. Voilà. Oui, À donc on l'hôtel. est très éloigné. Oh. Mais revenons à l'opéra. Donc revenons à l'opéra. Comment tu accèdes Non mais l'anecdote de ma stagiaire, je l'aime beaucoup. On faisait des photos en coulisses. Donc en coulisses, en fait, des fois, le public peut quand même nous voir un petit peu, parce qu'en fait, on a les pendrillons, mais il peut y avoir, si on s'approche un petit peu trop, on peut être vu. Sauf que si on est totalement en noir, on ne nous voit pas. Et en plus, caché derrière un appareil photo, le visage, on ne le voit même pas. Et je l'ai vu arriver avec un t-shirt vert fluo, manches longues, donc en plus, les bras étaient vert fluo. Alors que c'est quelqu'un qui connaissait le spectacle vivant. Et je lui ai dit, mais on est en coulisses, tu peux pas te permettre de. Donc il y a vraiment des codes à connaître et voilà, il faut être invisible, il faut se faire oublier. Ça fait partie des codes et tout le monde les a pas. Comment tu accèdes à l'Opéra de Paris en tant que photographe? Combien vous êtes? Comment ça se passe? Alors, j'ai commencé la photo essentiellement pour la presse. J'avais la carte de presse à l'époque, il y a presque 20 ans, maintenant, ça me rajeunit pas. Et je travaillais sur les générales photos, sur la plupart des grandes scènes parisiennes. Et du fait d'avoir mes images dans la presse, Le Monde, Libé, Télérama, très très régulièrement, j'ai commencé à me faire un nom et je suis venue sur 2-3 générales à l'Opéra de Paris. Un des photographes qui travaillait à l'Opéra de Paris m'a recommandé aux attachés de presse et j'ai eu une première commande sur du spectacle jeune public. Ensuite, j'ai montré mes images à la directrice de la danse à l'époque, Brigitte Lefebvre. Et là, en fait, j'ai eu l'autorisation Enfin, j'avais déjà l'autorisation de faire des images en général photo pour la presse, mais là, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pu en fait photographier les générales en commande et les répétitions. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis quelqu'un qui vend très mal mon travail. J'en ai parfaitement conscience et en fait, je n'appelle pas les gens. Tous les clients que j'ai sont venus à moi.
et m'ont appelé en me demandant est-ce que tu voudrais bosser avec nous. Le premier travail que j'ai fait au tout début, ça a été d'aller voir les rédactions pour leur présenter mon travail et commencer à bosser pour eux. Et c'est le seul moment en fait où j'ai démarché. Voilà. Bon, il faudrait peut-être que je le refasse un petit peu maintenant. Il serait temps parce que... Ah, ça dépend, tu veux être chorégraphe ou tu veux être photographe toujours? Bonne question. Ou plongeuse. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais dis-moi, ça fonctionne différemment selon les opéras entre Garnier, Bastille. C'est pas les mêmes équipes ou c'est une seule et grosse maison qui coordonne tout? C'est une seule et grosse maison qui coordonne absolument tout. Et par contre, les équipes techniques peuvent être différentes. Voilà. Et vous êtes combien de photographes en tout? Est-ce qu'il y a un pool de photographes? Il y a un pool de photographes. On est 5-6, je pense, aujourd'hui. À peu près, oui, quelque chose comme ça. Et comment ça se passe du coup entre vous, là, les 6-7 photographes un peu officiels de l'opéra? C'est la guéguerre, tout le monde travaille avec tout le monde, c'est une belle harmonie. Comment ça Non, fonctionne? globalement, ça fonctionne à peu près bien. Effectivement, on a tous des caractères particuliers et moi j'ai plus d'affinité avec certains qu'avec Est-ce que c'est comme qu'avec les danseurs, il y a des d'autres. photographes étoiles? Ah non, il n'y a pas de photographe étoile. Est-ce que tu es plutôt 5 étoiles? Non, par contre, est-ce que ça veut dire que vous devez avoir un style uniforme ou est-ce que chacun peut conserver sa patte? On conserve notre patte, évidemment. Après, comment dire? Certains ne vont pas forcément répondre à toutes les attentes et ne vont pas forcément être mis sur toutes les productions. Parce qu'effectivement, sur la danse classique, il y a une attente technique très particulière. Et on ne peut pas proposer des images qui ne soient pas techniquement pour de la danse, ce qu'ils appellent parfaite. Je suis particulièrement frustrée parfois d'avoir des images qui sont retoquées parce que il y a juste la pointe qui va pas être exactement comme il faut. Donc le pied n'est pas forcément totalement tendu. Et voilà, c'est ça aussi, c'est pour l'ego, des fois, c'est particulièrement compliqué de voir des images qu'on apprécie vraiment et qui sont retoquées parce qu'en fait, le troisième danseur au fond à droite a pas le pied de terre tendu. Mais c'est le jeu. Il y a l'intelligence artificielle, non? T'es pas tenté de recréer? On peut faire du Photoshop. J'ai eu écho que certains parfois jouaient avec le Photoshop justement pour faire passer certaines images. J'avoue que moi, je suis photoreporter et j'ai pas envie de... C'est ça, à la base, voilà, tu es photojournaliste et tu as gardé un petit peu cette j'ai... âme. Ouais, voilà, et je déteste... Et puis en plus, pour moi, c'est une perte de temps. Je suis devenue photographe parce qu'en fait, j'aime... je m'étais juré quand j'étais enfant de ne jamais passer ma vie derrière un écran d'ordinateur assise. Ah, c'est une belle promesse, ça. C'était une belle promesse et malheureusement, avec le numérique, je passe beaucoup de temps à éditer mes photos, Oui, puis retoucher le mes viseur, c'est un photos. peu un écran aussi, hein, C'est aussi un désormais, sur écran. les Oui, hybrides. voilà, donc, bon. voilà. Oui, mais au moins, je suis quand même debout à bouger. Je ne suis pas assise. Tu sais qu'il y a des bureaux qui permettent d'être debout et même de courir. Hein. Bah, voilà. Je vais peut-être investir là-dedans. Un petit tapis de course. Pendant le confinement, il y a eu des idées. Hein. Un petit tapis de course pour éditer les photos de danse, ça peut être une bonne idée, oui. C'est ça. Ou alors plutôt un vélo pour moi. Parce Ça que marche moi, aussi. c'est le vélo. Alors, tu as un rôle privilégié, hein, car tu assistes aux coulisses des spectacles, et ce, dès les premiers instants, avant même que les danseurs rentrent dans la peau de leur personnage. La danseuse étoile Myriam Oulbraham nous parle de ces moments particuliers où la présence d'un objectif n'est pas forcément évidente à gérer pour tout le monde. Alors, avec le temps, il y a une certaine complicité qui se crée avec les photographes
notamment avec Agathe, parce que on se connaît depuis ma nomination. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. À chaque rencontre, elle a toujours, je sais pas, une gentillesse, quelque chose de très naturel qui me touche beaucoup. Il y a une sorte de complicité parce que même si on se voit pas pendant 3-4 ans, quand on se revoit, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Donc il y a vraiment une confiance. Et en tout cas, c'est vrai que je lui fais entièrement confiance dans les photos qu'elle prend parce qu'elle me connaît. Elle sait qu'il faut pas forcément venir au début des répétitions parce que j'ai besoin de temps, de m'approprier le rôle, le personnage, de m'approprier la musique, la chorégraphie. Et c'est vrai que quand elle vient au tout début, c'est pas forcément... ça peut être intéressant pour un apprentissage, mais pas pour des photos, pour les exploiter, pour un programme, etc. Mais plus pour voir comment se déroule l'apprentissage d'un rôle. J'aime bien quand j'arrive dans un studio, être juste avec mon répétiteur ou mon partenaire. Et quand il y a justement le photographe, j'essaie vraiment de faire abstraction et de rester dans ma bulle de concentration et d'interprétation. Et on a tellement de choses à penser, à gérer que c'est vrai que je reste très focalisée sur ce que je dois faire et non sur ce que j'aimerais que le photographe prenne ou des jolies poses et tout. Non, c'est vraiment quelque chose de très neutre. En tout cas, dans les premières répétitions, on est plus dans un apprentissage, dans une découverte de rôle. On est toutes différentes et moi, j'ai besoin de prendre le temps qui m'est accordé pour rentrer, me glisser dans la peau du personnage. C'est pas un peu tentant, des fois, pendant ces phases de répétition? Alors, on le comprend évidemment, il faut que tu t'effaces, mais c'est pas un peu tentant sur des petits moments de relâchement, des petits moments de pause, de faire un peu de mise en scène finalement et de diriger un petit peu les danseurs pour les faire poser comme tu voudrais? Ça m'est déjà arrivé, en fait, donc Irina en parlait, on nous fait venir, sur des temps de répétition, qui sont, des temps de répétition, au tout début, parce qu'en fait, on a, malheureusement, des délais, de validation, des maquettes, des imprimeurs, et le programme doit être, parce que c'est des photos de répétition, qui vont être dans le programme, qui va être, vendu, lors du spectacle. On nous fait venir très tôt et des fois, certains danseurs, n'ont pas répété, suffisamment, le rôle, estiment que, les images, en fait, ne reflètent pas le rôle, et la façon dont ils vont l'interpréter. Donc de temps en temps, en fait, je leur demande, de faire, quelques mouvements, enfin quelques morceaux de chorégraphie que j'ai identifiés comme étant assez photogéniques et je les mets à certains endroits, pour faire ces images. C'est-à-dire que tu leur montres aussi ce que tu fais en même temps? Tu leur montres un peu les images ou ce que tu aimerais Quand on qu'ils... n'arrive pas à voir, les images, à la fin, je peux leur montrer. Mais ça, c'est vraiment, Dernier recours. dernier recours, parce qu'en fait, on va avoir un bouclage, le lendemain. Mais sinon, je suis vraiment beaucoup plus, sur du photoreportage. Ça m'est arrivé de mettre en scène, des danseurs, en fait, mais là, c'était en extérieur. Ouais. Ça, c'est vraiment, particulièrement amusant, de trouver, un décor. Moi, je suis beaucoup plus nature, mettre en scène les danseurs, dans un décor, d'architecture. Souvent, on se laisse happer par l'architecture. Je préfère, plus, les mettre, en scène dans la nature et c'est, particulièrement intéressant, les interactions qu'on peut avoir, entre, des lignes graphiques de danseurs et des lignes graphiques, justement de la nature, voilà et dans l'eau, c'est encore mieux. Et tiens, je me posais une question. Est-ce que quand tu déclenches, tu te cales d'une certaine façon, consciente Ah ou oui. inconsciente, sur le rythme de la musique? Alors ça, c'est ma façon de déclencher. Ok. Je pense en fait que, je suis je pense être assez musicale. Je viens de la photo de concert, bon même si, le c'était pas de la musique classique, hein, c'était plus du rock, Alice Cooper, oui, c'est pas... oui, non, c'est pas de la musique classique et en fait, je vis en musique. J'ai tout le temps de la musique, sur les oreilles et quand je fais de la photo de spectacle, surtout de la photo de danse, je suis la musique, pour déclencher et en fait, sur la chorégraphie, on a ce qu'on appelle les temps forts.
glamour. Et si mes photos sont justes et si je bosse pas en rafale, c'est parce qu'en fait, je déclenche sur le temps fort. Parce que je connais la musique et je sais quand on va avoir un temps fort. Et, et ça, en fait, je sais que je suis en phase avec beaucoup de danseurs parce que justement, sur la danse classique, la chorégraphie se fait avec des temps forts et je déclenche à ces moments-là. Voilà, donc je sais que certains danseurs, je vais systématiquement, par exemple, quand on a un grand jeté, je vais l'avoir, à peu près correctement parce que, s'il a fait, justement au temps fort, bah, je vais avoir, l'image. Voilà. Et en introduction de l'émission, Stéphane Bullion, dans son témoignage, il parlait aussi de tes noirs et blancs. Il disait qu'il était subjugué par tes noirs et blancs. Et on se dit, noir et blanc, ça peut être un choix, mais ça peut être aussi un choix par défaut, parce que t'es, pendant les répétitions, dans un décor qu'on n'imagine pas super glamour, ça permet peut-être Alors d'effacer le côté un peu disgracieux du truc, non? aujourd'hui, en fait, on est obligé de bosser, à la fois en noir et blanc et à la fois en couleur. Moi, je travaille la chromie, de mes photos en couleur, justement pour les rendre glamour. J'ai certaines images, de répétition, de Gisèle ou de Roméo et Juliette qui sont parfaitement glamour, parce que j'ai un vrai travail de la chromie, et je trouve que c'est pas parce qu'on travaille en argentique, enfin en numérique pardon, qu'on doit, juste déclencher et en fait, le photographe doit aussi rendre une image, qui correspond à son image et moi, mon image, j'ai une certaine, idée de ce que je dois donner en image et je suis un peu perfectionniste. Donc je vais aller chercher, dans la chromie de mes noirs et blancs, ce que je veux, donner enfin, là, pour le coup, c'est pas de la chromie, c'est du contraste, et je vais aller chercher, des vrais noirs et blancs, Tu n'utilises pas les modes Acros, par exemple, chez Fuji ou les simulations de films? alors je pars d'une simulation de film et ensuite je la retravaille. Voilà, parce que, une simulation de film, de toute façon, ne va pas forcément donner, ce qu'on a envie de retranscrire. Mais quoi qu'il arrive, en fait, moi, je travaille avec des XO et donc en fait, bah, sur des XO, je vais effectivement, toutes mes images en couleur, en fait, sont faites, avec la simulation, Classic Chrome et à partir de ça, déjà, elle est un peu contrastée et à partir de ça, en fait, je vais encore la recontraster. Voilà sinon pour le noir et blanc, en fait, souvent je passe, de temps en temps, je fais justement des simulations de films et ensuite je les retravaille pour avoir, les noirs que je cherche à obtenir. Voilà. Et Agathe, pour le spectacle, tu es plutôt une photographe de zoom ou de focale fixe? Je suis une photographe de zoom, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de rester à notre place. Donc c'est compliqué de, vouloir, enfin, je sais que, je pourrais faire les images avec, des focales fixes, mais je dois répondre à des attentes, d'un client. Donc je dois aussi pouvoir fournir, la totalité des images qu'ils attendent, donc je préfère travailler avec, des zooms de façon en fait, à pouvoir, j'ai 2 boîtiers. Un boîtier pour, tout ce qui est plan large et j'ai, le boîtier en fait pour, avec, le zoom, voilà. Et dans des salles mythiques comme l'Opéra Garnier ou l'Opéra Bastille, il y a évidemment 12 millions de points de vue possibles depuis le public pour photographier un spectacle. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es devant? Est-ce que tu es sur les corridors? Est-ce que tu es avec la régie? Est-ce que tu es en hauteur? C'est quoi tes endroits, tes spots préférés? De Ça face, plein cintré? Ça dépend totalement en fait, alors pour le spectacle, pour la danse, pour, l'Opéra de Paris, de face bien centrée, c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent donc et pas trop haut non plus. En danse en fait, pour justement, ne pas écraser, la danse, ne pas écraser le danseur, pour rendre des sauts, esthétiques et le plus haut possible, c'est évident en fait, que si on est en plongée, on va les écraser. Donc je préfère être face limite un peu, contre-plongée, plutôt que, trop haut. Après, quand on travaille en fait, par exemple à Bastille,
À Bastille, en fait, je peux pas, pour les changements de distribution, être là où je vous souhaiterais être placée. Donc, je suis en plongée. Et là, en fait, j'utilise le 100-400 parce qu'en fait, je suis vraiment très, très loin, tout au fond de la salle. Pour les changements de distribution, ce dont on a besoin, c'est la nouvelle distribution. Donc les nouveaux danseurs, et ce sera pas des plans larges, ce sera vraiment les danseurs, le duo ou les solistes ou les seconds rôles à photographier avoir l'ensemble des interprètes. Et donc là, j'ai besoin du 100-400. C'est étonnant comme choix, le 100-400 pour de la photo de spectacle. C'est une optique qui est peu lumineuse. Et puisqu'on parle de matériel, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ton sac photo lorsque tu vas photographier à l'opéra? Nous parler un petit peu en détail de quelles optiques tu utilises. J'ai le XH2S qui justement en montée en ISO, ça m'a sauvé la vie un nombre de fois incalculable. APS, c'est important. Oui, mais je bosse à 12 800 ISO sur beaucoup de spectacles. Et en fait, avec le passage de DxO, j'ai pas de bruit, c'est net, il n'y a aucun problème. Ce qui est très intéressant, c'est que comme ça fait 20 ans que je fais de la photo de danse, j'ai des spectacles très anciens que j'ai en fait photographiés plusieurs fois avec plusieurs boîtiers différents. Et j'ai des images, je pense notamment à un spectacle de Lucinda Child que j'ai photographié à l'Opéra de Lyon l'année dernière. Et ce spectacle, je l'avais déjà photographié au Théâtre de la Ville il y a des années. En fait, pour me remettre en mémoire le spectacle, j'avais été voir mes anciennes photos. Et je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, il est extrêmement compliqué, il n'y a pas de lumière, il y a des projections, il y a un tulle devant, ça va être une catastrophe. Avec les boîtiers aujourd'hui, on fait plus du tout le même travail et j'ai réussi à avoir des sauts nets avec le tulle et la projection sur le tulle devant. Ça change la vie. Après, les logiciels évoluent aussi. Peut-être que si tu mettais un RAW il y a 2-3 ans dans les algorithmes actuels de DxO... Oui. Non, mais il y a ce changement-là, mais il y a aussi le changement de... avant, on ne pouvait pas bosser... à un moment donné, je ne bossais pas au-dessus de 3200 ISO. Ensuite, j'ai commencé à bosser à 6400 ISO. Des fois, je n'étais pas très contente, mais je n'avais pas le choix. Maintenant, si je me mets à 12 800 ISO, je ne me pose même pas de questions. Ce n'est pas grave. Et donc, en fait, en termes, comme la lumière est très faible, je vais pouvoir saisir des mouvements nets parce que je vais pouvoir enfin accéder, en étant à 12 800 ISO ou Vera 2.8, je vais pouvoir accéder à un 125e. Alors, on verra de lutte, c'est pas avec le 100-400 du coup. C'est quoi tes optiques de prédilection qu'il y a dans ton sac quand tu vas... Alors, le 100-400, je l'utilise uniquement quand je suis vraiment très très loin et pour des moments spécifiques. Ce que j'utilise systématiquement pour le spectacle, c'est le XH2S couplé en fait avec le 50-140 ouvert à 2.8. Il est incroyable, je l'ai depuis le début et ça m'a toujours permis d'avoir les images que je souhaitais. Même à 2.8, il est bon au niveau du piqué et en spectacle vivant, j'en ai besoin. Sinon, pendant un temps, je travaillais en fait dans les répétitions avec le 16-55 qui ouvre à 2.8 en fixe aussi, quand j'avais du XT3. Et récemment, en fait, je me suis dit que... on parle de danse depuis tout à l'heure, mais je travaille aussi pour le théâtre et pour l'opéra. Le lyrique. Le lyrique, en fait, on a des mises en scène qui sont absolument incroyables et des décors monumentaux. Et je me suis dit que le moyen format, c'était une bonne idée en fait pour rendre ces décors monumentaux. Et donc, je me suis équipée avec le GFX 52S
Et j'ai acheté l'optique qui est donc le 45-100 qui ouvre à 4 en fixe. Et je l'utilise en fait maintenant aussi en photo de danse pour les répétitions, pour mes plans larges. Donc ça a remplacé en fait le XT3 qui était en fait avec le 16-55. Et je trouve que ce que j'apprécie en fait, c'est la déformation qui est largement réduite. Parce que quand on bosse avec un 16 sur du corps de danseur, forcément, on va avoir de la déformation. Et là, en fait, je l'ai plus. Bon, après, j'ai des zones de netteté un peu plus réduites encore. Donc, des fois, c'est un peu complexe, mais on jongle avec. Et en fait, ce qui est bien aussi de changer de matériel et de changer, notamment de passer à un moyen format, en fait, c'est que ça oblige en fait à sortir de sa zone de confort et à se remettre en question et à pas en fait. Ça fait 20 ans que je fais ça. Des fois, j'ai l'impression d'avoir trop d'habitude et donc en fait, ça m'oblige en fait à essayer de travailler différemment. Et ça évite de s'encrouter, en fait. Et pour rester silencieuse, tu utilises l'obturation électronique et tu n'as pas des problèmes de ce qu'on appelle le banding avec les éclairages que tu peux avoir la plupart du temps? Alors, je suis pas tout le temps en déclenchement électronique, hein. Quand je suis dans les studios, je suis en déclenchement mécanique et c'est aussi pour ça, en fait, à l'époque que j'avais changé de matériel, parce qu'en fait, même en mécanique, je fais largement moins de bruit que mes collègues qui sont dans les autres marques. Bon, maintenant, il y a certaines marques qui rattrapent le coup, mais vraiment, quoi qu'il arrive, on sait que c'est un Fuji à côté et qu'on fait beaucoup moins de bruit. Voilà. Mais effectivement, quand je suis sur du spectacle vivant, quand je suis au milieu de la salle avec du public, par exemple, justement dans du lyrique, en fait, il y a certaines personnes qui ont payé 150 voire même plus euros la place, qui sont juste à côté de moi. Je peux absolument pas me permettre de déclencher en mécanique. Donc là, je déclenche en électronique et en fait, je déclenche en fait avec la réduction du scintillement et les modes de vitesse. Je sais plus comment est-ce que c'est intitulé, mais en fait, on n'est plus au 125e, on n'est plus à 1 160e, on n'est plus à 1 250e, on est à des vitesses totalement intermédiaires. Et en fait, ça m'a permis en fait de supprimer ces problèmes de fréquence qui sont liés aux nouveaux éclairages de spectacle qui sont des LED. Et malheureusement, la LED en photo de spectacle, c'est très laid. Voilà. Alors, on va maintenant évoquer des éléments qui caractérisent tes images. Alban Richard, directeur du Centre chorégraphique national de Caen, nous parle de la manière dont tu te déplaces pour créer de la tension et du dynamisme sur tes images, un sens de la composition qu'il apprécie naturellement, tout particulièrement. Elle arrive à sortir des photographies qui, je trouve, sont dans des enjeux de perspective, dans des enjeux de plan, dans des enjeux de prise de mouvement, de dynamique, de tension, qui sont souvent très réussis et qui ne sont pas non plus dans l'idée de ce qu'on fait de photos, de spectacles. Quand elle travaille à l'Opéra de Paris, c'est différent, elle n'a pas les mêmes enjeux ou pas les mêmes demandes que quand elle travaille pour moi. Et donc, elle peut aussi se permettre d'avoir un point de vue décalé, mais qui va nous faire rentrer encore mieux, je trouve, dans les enjeux des pièces. Une des dernières pièces que j'ai créées qui s'appelle Three Works for 12. Les 12 interprètes se retrouvent en ligne. Il y a un long moment de plus de 5 minutes où il y a toute une composition chorégraphique ultra précise et millimétrée sur cette ligne. La photo que Agathe en a faite, elle n'a pas pris la ligne, elle a pris la ligne de profil. Elle arrive à avoir l'ensemble des 12 interprètes sur la photo, de profil dans cette ligne, dans des mouvements différenciés, et où on voit l'ensemble de la dynamique en fait, de chaque mouvement et de l'ensemble des mouvements.
C'est devenu l'affiche pour pas mal de lieux dans lesquels on a tourné. C'est-à-dire que c'est une chose que ne verront jamais les spectateurs, mais la prise de vue et le choix d'Agathe, c'est de le prendre justement de profil, de se décaler, de se déplacer et de pouvoir donner à voir la dynamique, la rythmicité et l'architecture de la composition chorégraphique en déplaçant son point de vue. C'est pour moi un des exemples très flagrants de sa capacité à aller chercher la tension d'un espace, la tension d'une composition par un léger déplacement physique de l'appareil aussi. C'est très technique, hein, tout ça. Oui, mais Alban, en fait, je travaille avec lui aussi depuis, oui, je pense presque 20 ans. Et en fait, j'ai une liberté totale avec lui quand je suis sur les répétitions et il me fait totalement confiance. Et ça, c'est vraiment, ça me permet, enfin, c'est comme avec Bruno, ça me permet de me nourrir de sa créativité. Donc, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais que j'allais chercher des images, que je n'étais pas que un presse-bouton. Oui, je vais chercher de l'image, je vais créer de l'image, et ce que le chorégraphe en fait donne à voir au spectateur. Des fois, en fait, j'ai aussi en tête des images que j'ai envie de faire, donc je vais aller les chercher. Et je réponds aussi à des attentes de programmes. Donc je réfléchis aussi à cette image-là, donc typiquement l'image dont il parle avec les 12 danseurs alignés frontalement. Comment est-ce qu'on peut faire une affiche avec ça? C'est absolument impossible de faire une affiche. Donc je vais aller moi me déplacer pour aller chercher une autre image qui va parler du spectacle, mais sans être ce que le chorégraphe va donner frontalement au public. L'avantage quand tu peux anticiper d'avoir assisté à des répétitions, etc., c'est que tu sais où te placer. Je repense à une photo de toi qui est une espèce d'arbre de bras, façon Shiva un petit peu. Et j'imagine pour faire ce genre d'image, tu sais exactement où te placer. Oui, en fait, c'est... Et à quel moment? Oui. Donc c'est une image en fait qui a été faite à l'Opéra de Paris et sur ce spectacle-là, quand j'étais en fait typiquement sur la répétition générale, donc la répétition générale en scène, j'étais un petit peu décalée. Donc j'avais pas l'image frontale avec l'ensemble des bras, tous les visages les uns derrière les autres, et tous les bras qui peuvent créer justement le Shiva. Et donc là, je suis revenue exprès. J'avais terminé le reportage, mais je suis revenue exprès pour faire cette image-là. Et donc là, je me suis mise dans l'escalier à Garnier, debout, et j'ai attendu ce moment spécifique pour avoir en fait cette image de face. Tu te fais des petits check-up, des petits timings ou des petites notes pour savoir, ok, je pense qu'à 23 minutes, il y a ça qu'il va falloir que je fasse. À 37, il y a ça. Ou tu as tout en tête? Non, j'ai tout en tête. T'as tout en tête. J'ai tout en tête. De toute façon, on est dans le noir dans une salle de spectacle. Alors mes petites fiches, pour les lire, ce serait pas... C'est pas faux. Et lire des fiches, en fait, ça voudrait dire ne pas être concentré sur le spectacle. Et quoi qu'il arrive, je reste spectatrice. Si je fais de la photo de spectacle, c'est parce qu'en fait, j'aime le spectacle vivant. Et tu te fais pas happer des fois par le spectacle, et justement, et que tu oublies d'être photographe? Non. En fait, je reste spectatrice, mais je me fais plaisir à faire des images. Donc c'est un double plaisir. C'est à la fois je produis des images qui me plaisent, et en même temps je reste spectatrice et je profite du spectacle. Et on peut pas faire de la photo de spectacle vivant si on n'aime pas le spectacle vivant. Si on n'aime pas le spectacle vivant, en fait, ce qu'on va produire comme image, ça va être de l'image d'illustration fade, neutre, qui va effectivement rendre compte de ce qu'il y avait sur scène. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de rendre compte de ce qu'il y avait sur scène, c'est de rendre compte de l'émotion que ça produit sur les spectateurs à ce moment-là.
Et une image de spectacle vivant qui reste froid, ça veut dire qu'elle est ratée. C'est pour ça que tu Et parles souvent de photographie sensible, c'est oui, ça qui oui, le oui. définit, C'est d'ailleurs. ça qui définit, c'est ça qui définit, j'espère, ma patte. Et si j'avais pas d'émotion à faire du spectacle, à photographier du spectacle, mes images seraient peut-être pas aussi fortes et je serais peut-être pas encore photographe aujourd'hui. Du coup, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur la manière dont tu bosses un peu techniquement et sur la gestion de la lumière. Alors, tu as évoqué voilà, les LED, que c'était problématique, les éclairages faibles, les éclairages très contrastés. Comment tu joues finalement avec cette lumière dont tu n'es pas l'auteur? Et techniquement, comment tu fais sur ton boîtier, quoi? Est-ce que la mesure spot est ton meilleur ami? Bosser en manuel est mon meilleur ami aujourd'hui avec, les écrans, en fait, ce qu'on voit, dans notre écran, c'est ce qu'on photographie. Donc j'ai effectivement changé, de façon de bosser. À l'époque, je bossais, en priorité, vitesse, et je bossais en mesure spot. Que je modifiais, à un diaph, plus, un diaph moins en fonction, du décor que j'avais derrière. Bon, c'est, le b.a-ba de la photo, hein, Mmh. et aujourd'hui, je me pose même plus de questions. En fait, je suis en manuel et ce que je vois, c'est ce que je photographie. Donc ça, c'est une évolution, technique, qui nous a changé la vie pour la photo spectacle. Et t'es tenté par les rafales ou tu évites pour pas J'évite. avoir une post-prod à rallonge et te retrouver devant des écrans, ce que tu cherches à éviter en faisant cette activité? J'évite la rafale parce que de toute façon, je me suis aperçue que, la rafale, ça pouvait, nous faire louper la bonne photo. On n'est pas à des vitesses, énormes, un 125e, un 160e. Si la rafale en fait, le grand jeté, il est, effectivement, au moment où, ça va pas déclencher. Puisque, la rafale, c'est une succession d'images, hein, et si j'ai pas cette image-là, c'est raté. Alors que je sais que, en étant moi sur la musique, en théorie, je peux l'avoir. Mmh. Voilà. Bon, des fois, en fait, je me remets en question. Donc, j'ai tenté les rafales, et en fait, je me suis aperçue que, j'avais pas forcément, plus d'images, plus de bonnes images que ce que j'avais, sans être en rafale, et par contre, j'avais beaucoup plus de temps d'editing. Donc Mmh. voilà. Alors, il y a un autre domaine dans lequel tu excelles, dans l'art de figer le mouvement, c'est l'univers équestre, et finalement qui se rapproche énormément de la danse. Laura Gessler, chargée de communication à l'Académie équestre de Versailles, mesure chaque jour la richesse des archives en sa possession grâce à ton travail et dresse un parallèle avec ta pratique de la photographie de danse, la grâce des chevaux n'étant pas si éloignée de celle des danseurs étoiles. On a vraiment énormément de photos d'elle qu'on utilise au quotidien. En fait, la complexité, c'est de trouver un photographe qui fait des belles photos des chevaux, parce qu'il y a vraiment une posture à avoir dans les jambes des chevaux, dans les bouches, dans les alignements, dans les licoles. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué chez nous, de trouver des bons photographes pour les chevaux, parce qu'il faut les connaître en fait, et il faut savoir quoi photographier, quand les photographier. C'est vraiment assez lourd comme travail. Agathe est venue plusieurs fois vraiment nous nourrir en images. Elle est même venue il y a 2 ou 3 semaines, je crois, faire un reportage sur une écuyère. Et ça va être toutes sortes de photos. Alors le plus compliqué bien sûr, et ce dont on a le plus besoin nous, c'est des photos de spectacle, donc en mouvement. Elle en a fait vraiment beaucoup pour nous, donc c'est la voix de l'écuyère. Il y a à chaque fois jusqu'à 15 chevaux en même temps. C'est vraiment un travail assez énorme. Elle a aussi fait beaucoup de photos de coulisses et de la vie quotidienne. Quand je regarde, on a vraiment tous les aspects de l'académie. Les balades, par exemple, aussi, on va au château de Versailles faire les balades avec les chevaux. Moi, je ne l'ai pas rencontrée, mais il me semble qu'elle doit être cavalière, je pense. Et du coup, elle a ce regard sur l'animal qui fait qu'elle fait des belles photos, mais c'est pas que des belles photos esthétiques, c'est aussi technique. On se considère vraiment comme un ballet. Nos chevaux sont des danseurs d'étoiles. En fait, quand on voit les mouvements qu'ils font, on a vraiment l'impression qu'ils font des pointes, par exemple. Alors du coup, c'est un beau rapprochement, pour le coup. T'es galopette, du coup, ou pas?
Alors en fait, on me demande toujours si je suis danseuse. On me demande toujours si, j'ai fait du cheval. Eh bien non, je ne suis pas danseuse. Sapristi. Ah oui. Voilà, je ne suis pas galocette. Je sais, tenir assise sur un cheval sans tomber. Mais c'est tout et je pense que c'est pas forcément nécessaire, d'être écuyer, pour photographier un cheval. Ce qu'il faut, c'est, aimer l'animal et ça, par contre, c'est vraiment, ma spécificité, c'est que, j'adore les chevaux, j'adore les animaux, si je suis photographe aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, quand j'étais gamine, je rêvais d'être photographe animalier. Bon, je ne Il y a suis plus exotique que les chevaux, hein, pour faire ça, hein, quand même. Hein. c'est ça, bah, j'ai suivi un autre parcours, et je photographie du mammifère, hein. C'est vrai. Faut pas Ne oublier l'oublions pas. que nous restons des mammifères. Voilà et je photographie, des chats, des sauts de chats, régulièrement aussi, Ouais. à l'école de danse ou sur la scène de Garnier. Mais sinon, en fait, le parallèle entre, la photo à l'académie équestre et la photo de danse, il y a cette exigence technique qui est absolument incroyable et qui effectivement, il faut absolument que les ensembles, soient, ensemble. Les chevaux doivent être exactement dans la même position, la posture du cheval, j'ai en mémoire justement donc il y a quelques semaines, j'ai fait des images, sur Salomé et enfin avec Salomé et qui est, à l'académie et écuyère à l'académie et en fait ces images, j'ai quelques images avec des jeux de lumière absolument incroyables, et ces images ont été rejetées parce que, bah, en fait il y a pas, la posture, le dynamisme du cheval est très beau mais bah, en fait, le cheval n'est pas suffisamment ancré au sol, à ce moment-là, ou il aurait fallu, qu'il soit un petit peu plus avancé et en fait, c'est, la même exigence, d'excellence, que pour des danseurs étoiles. En fait, je photographie tout ce qui est vraiment, le plus compliqué à photographier, avec des demandes de validation, incroyables et des images qu'on adore qui sont rejetées, c'est extrêmement frustrant. Tu photographies aussi des spectacles équestres. Comment tu l'appréhendes par rapport à ce que tu peux faire dans le cadre très contraint aussi des opéras et en quoi ça peut être comparable? C'est comparable dans, l'exigence d'excellence. Tout doit être absolument, cadré, tout doit être, absolument parfait. Les alignements doivent être parfaits, que ce soit, les écuyères, ou les écuyers et oui, que ce soit les chevaux, tout doit être, ça doit être exactement le bon moment et le bon mouvement. Bartabas, c'est un peu différent comme ambiance. Quand même, comment tu as fait pour intégrer les équipes de Zingaro? Même chose, mes images, dans Le Monde, avaient tapé dans l'œil, de l'attaché de presse, Mhm. qui m'a appelée en me disant: «Agathe, le photographe actuel n'arrive pas à rendre en image, le spectacle qui est en train d'être créé. Est-ce que ça t'intéresse de venir, photographier?» Et donc je me suis retrouvée à photographier, le spectacle, en très, très basse lumière, Très, limite à la bougie, quoi. voilà, limite à la bougie, avec des chevaux au galop et avec, bah, cette exigence, le cheval doit être exactement dans la bonne position, et donc ça a été un travail de longue haleine, je pense que j'ai dû photographier ce spectacle, 3-4 fois, Ouais. et avec, une forte personnalité aussi, le fait que je sois, quelqu'un d'extrêmement discret, quand je vais bosser, a aussi, aidé parce que, bah, en fait, je sais me faire oublier, je sais me faire oublier des chevaux, je sais me faire oublier des écuyers, je sais me faire oublier, du chorégraphe, du metteur en scène, et ça m'a permis, justement de travailler avec Bartabas parce que je suis pas arrivée avec, une forte personnalité en disant, je vais imposer mon travail. C'est non, je vais vous offrir un travail, qui va répondre à vos attentes et ça m'a permis de bosser avec lui. Voilà.
Alors, Et il m'a rappelé l'année suivante pour le spectacle suivant. bon. Voilà. Alors, ton activité de photographe ne se limite pas au spectacle vivant. Tu explores aussi les fonds marins et tu mets en scène des shootings dans des univers aquatiques. René Euzé, réalisateur, chef opérateur et fondateur de la société de production Label Bleu, se souvient de ta formation. Agathe est venue nous contacter en 2021 parce que je suis centre de formation reconnu par l'AFDAS comme l'intermittent du spectacle pour faire de la formation de prise de vue sous-marine. Donc, elle a fait une formation chez moi de 15 jours en tant que chef opérateur sous-marin parce qu'elle avait des projets justement de faire de photos, de la vidéo sous-marine. Donc, elle est venue à Marseille. On a bien collaboré ensemble. Elle m'a bien fait comprendre ses désirata. Et j'ai tout de suite compris que Agathe était une personne avant tout passionnée parce qu'elle faisait beaucoup de photos artistiques, d'opéra extérieur. Mais le monde sous-marin, c'était un monde qu'elle voulait approcher. Et elle s'est très vite rendue compte que il y a des choses qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Et Agathe, comme étant une personne très pointue et très exigeante, dès que quelque chose n'allait pas sous l'eau, qu'elle n'arrivait pas à faire, elle se prenait tout de suite la tête. Elle était un petit peu contrariée du fait qu'elle n'arrivait pas. Donc je lui expliquais que c'était normal parce que avant tout, d'être un bon photographe ou un bon caméraman sous-marin, il faut être un bon plongeur. Et un bon plongeur, c'est quelqu'un qui plonge tout le temps. Une fois qu'elle a appris ce côté aquatique, elle a appris que les réactions étaient différentes sous l'eau et sur terre, parce que quand on fait de l'animalier, si on rate la prise, qu'on n'est pas prêt, on peut pas dire à l'animal de recommencer. C'est pas pareil qu'un shooting photo où tout est déjà programmé, calé, lumière et tout. Là, il faut tout anticiper. Et ce que j'ai aimé chez Agathe, c'est que finalement, elle a persévéré, elle a corrigé ses propres erreurs, on l'a aidée. D'elle-même, elle n'a pas lâché le morceau, comme on dit, et je suis très content qu'elle est arrivée parce que je la suis et je sais qu'elle fait de très belles photos, très belles vidéos, encore sur terre et aussi sous l'eau. Et donc, je suis très content qu'elle soit venue faire cette formation chez nous. Ça, c'était une expérience particulièrement émouvante et surtout, en fait, René est vraiment quelqu'un qui aime partager et qui aime transmettre son savoir. Et passer 15 jours avec lui à apprendre la vidéo sous-marine, c'était vraiment très instructif. J'aimerais vraiment tellement faire beaucoup plus de vidéos et de photos sous-marines, mais en fait, il y a pas mal de projets en fait ont été arrêtés du fait de manque de financement, et aussi ça demande des temps de mise en place qui sont extrêmement longs. Ouais. Et en fait, il faudrait en fait que j'arrête une partie de mon activité de photo de spectacle pour pouvoir avancer un peu plus sur ce type de projet. Ça demande des temps de mise en place, des temps de prod énormes, et c'est compliqué d'anticiper et de mettre en place ça quand en fait on n'a pas une visibilité sur les autres clients avec lesquels on bosse. Comme moi en fait je bosse pour du spectacle vivant, les plannings sont faits à l'avance et c'est pas moi qui les décide. Donc Ouais, mais c'est tranquille l'été, normalement. C'est plus calme. c'est tranquille l'été, sauf que c'est peut-être pas forcément le bon temps pour faire les images sous l'eau l'été, avec des bateaux partout, des touristes Évidemment. partout. C'est beaucoup plus intéressant de les faire au mois de mai-juin ou septembre-octobre, où là, en fait, on a beaucoup moins de monde sur l'eau, donc plus de disponibilité de bateaux, plus de disponibilité de personnes encadrantes, parce qu'en fait, en photo et en vidéo sous-marine, on n'est jamais seul. Donc en fait, ça nécessite tout un staff, et un staff qui va faire aussi sa sécurité. Donc la sécurité des personnes qu'on met à l'eau et notre propre sécurité. Et ça demande des moyens humains et financiers aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, mais pour le moment, en fait, j'ai pas encore eu totalement le temps. Et j'ai aussi une autre contrainte, en fait, en France.
Si on veut pouvoir travailler en tant que vidéaste sous-marin, embauché par une boîte de production, on doit avoir plus que des compétences de plongée technique, on doit aussi avoir un diplôme. Et en fait, ce diplôme-là, je ne l'ai pas encore. En fait, c'est un diplôme de scaphandrier. Et là, en fait, je suis en train j'ai fait le dossier, en fait, et j'espère pouvoir passer ce diplôme au mois de juillet à Trébeurdin. Voilà. En attendant, tu réalises quand même des photos. Parfois, sous l'eau, il y a certaines photos marquantes, comme celle que tu avais prise de Aurore Léonard, que tu as photographiée avec un cerceau, avec un espèce de reflet magnifique. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as procédé pour cette prise de vue, comment tu t'y es pris? Parce que quand on voit le résultat, c'est assez extraordinaire. Tu as l'air de pas trop aimer la retouche, de ce qu'on a compris de la discussion. Donc, alors cette image, en fait, c'est une image qui est sortie brute du boîtier. Bon, après, il y a de la retouche dans le sens où il y a, quand on fait de la photographie sous-marine, on a forcément, quoi qu'il arrive, des petites pétouilles à droite à gauche qui sont les suspensions qu'on peut avoir dans l'eau. Donc, même à la fosse de Villeneuve-la-Garenne, l'eau est absolument sublime, mais il y a quand même un petit peu de suspension parfois. Mais j'ai été vraiment chercher le reflet. Donc, je me suis éloignée, je me suis mis bien en contre-plongée, j'ai attendu que Aurore ne fasse plus aucune bulle, que moi-même, qui était en bouteille, ne fasse plus aucune bulle. Donc, en fait, j'avais vraiment cet effet de miroir. Hein, et cette image, elle a été construite et elle est absolument sans retouche. Voilà. Bon. Et donc, j'ai aussi fait en fait un duo entre Jess et Aurore. Et donc là, on a passé, je sais plus, on a dû passer 2 heures dans l'eau. Et en fait, ça, c'est assez compliqué de faire de la danse sous l'eau parce qu'en fait, ça nécessite déjà des personnes en fait qui soient à l'aise avec la danse. Qui aient une conscience de leur corps, du fait que, en fait, un pied, il faut qu'il soit pointé jusqu'au bout, sinon c'est pas beau. Une main, en fait, elle doit être travaillée jusqu'au bout. Et donc, ça nécessite des danseurs, mais ça nécessite aussi des apnéistes. Et les danseurs sont pas forcément apnéistes. Donc, trouver les deux, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir Jess, qui est danseur au Ballet de l'Opéra du Rhin, qui est aussi apnéiste et donc Aurore en fait qui est danseuse et qui est aussi apnéiste et sirène. Donc je les ai mis en relation tous les deux et on a été à la fosse à Villeneuve-la-Garenne. Donc j'aurais préféré qu'on fasse ça en milieu naturel, mais donc qui dit milieu naturel dit bateau, logistique, descendre dans le sud ou aller dans un pays un peu plus chaud. Donc là, c'était la solution de facilité. Et en fait, on est resté 2 heures dans l'eau à créer des chorégraphies. Je remontais régulièrement à la surface pour leur dire ça me va, ça me va pas, parce qu'ils ne pouvaient pas rester au fond avec moi pour voir les images. Ils étaient en apnée. Moi, j'avais la chance d'avoir ma bouteille. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de travailler. Et j'ai envie de travailler aussi en lumière naturelle. En milieu naturel et en lumière naturelle. Quand on est sous l'eau, en fait, on a une lumière en fonction de l'heure qui peut être totalement différente. Et en fait, il y a des jeux de lumière qui sont incroyables. J'ai fait beaucoup d'images, justement, de jeux de lumière qui vont sur des roches, avec ces espèces de dégradés de bleu qu'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et avoir des danseurs qui évoluent dans ces jeux de lumière-là, ce serait... c'est le but, en fait, de mon prochain projet. Quoi. Voilà. Rendez-vous en saison 20 pour parler de tout ça. De la future exposition, peut-être. Du docu qui sera projeté au Grand Rex. Voilà. Et là, je pense vraiment qu'il va falloir que je travaille en équipe. Je suis quelqu'un de très, très solitaire. Je travaille toujours toute seule. Et là, je commence à prendre conscience que pour effectuer ce type d'image-là, je vais être obligée de travailler en équipe. Donc, j'ai déjà un pote qui, justement, était venu me faire des lumières sur cette prise de vue-là. Je sais qu'il fait il est
aussi vidéaste. Donc, je pense qu'on va travailler ensemble. J'ai une autre amie qui est aussi photographe, vidéaste, qui fait de la plongée aussi. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment à un moment donné que je monte tout un staff avec plusieurs personnes qui font les images et aussi tout ce qui est logistique de sécurité autour parce qu'en fait sous l'eau nous on est avec des bouteilles. Donc, on est avec nos bouteilles d'air qui nous imposent en fait de devoir rester à une certaine profondeur, de pas passer notre temps à monter, descendre, de remonter à certaines vitesses pour notre sécurité. Mais on a aussi en face de nous des apnéistes et il faut aussi qu'ils aient une logistique de sécurité qui sera en fait avec des apnéistes de sécurité. Donc, il faut que je monte une équipe avec des plongeurs de sécu et des apnéistes de sécu, plus un bateau, plus... Donc voilà. Tu reviendras nous parler de tout ça. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Déjà Agathe. Et évidemment, je suis super frustré. On invite tous nos auditeurs à aller découvrir ton travail, soit sur ton site internet, soit sur tes comptes de réseaux sociaux. Je pense que si on veut suivre mon actualité, c'est quand même plus sur mes réseaux sociaux et sur mon Instagram. J'avoue que mon site internet j'essaye de le mettre à jour là ces prochains jours, mais il est pas particulièrement à jour. Donc non, Instagram, ça reste le réseau sur lequel on peut voir le plus d'images. Ça marche. Allez,